Il y a des soirs où le monde semble respirer plus fort que d'habitude. Pas un bruit, non, plutôt une sensation. Comme si l'air lui-même s'était épaissi, porteur d'une attente sourde. Antoine, penché à sa fenêtre, n'aurait pas su dire quand cette étrangeté avait commencé. C'était subtil, insidieux. Une légère altération du bleu nuit habituel, une profondeur nouvelle dans l'ombre portée des toits de son quartier, une quiétude inhabituelle qui n'avait rien de reposant. La lune, habituellement, était une compagne discrète, parfois pleine et insolente, parfois un fin croissant timide, une présence familière qui rythmait les marées et les nuits. Mais ce soir-là, là où elle aurait dû être, il y avait autre chose. Une présence, massive, silencieuse. Elle n'avait pas la blancheur laiteuse, le disque familier, les cratères cicatriciels de notre satellite. Elle était une tache, puis une forme, puis une sphère, d'une complexité vertigineuse. Les yeux d'Antoine mirent un instant à s'adapter, à accepter l'inconcevable. Ce n'était pas la Lune, c'était Jupiter, la géante gazeuse, pendue là, au-dessus de sa ville, comme une perle irisée tombée du collier des dieux. Ces bandes nuageuses, d'un ocre profond, d'un blanc cassé, d'un gris bleuté, tourbillonnaient lentement, offrant un spectacle hypnotique et terrifiant. La grande tache rouge, un œil cyclopéen, semblait le fixer directement, une tempête éternelle qui avait traversé les âges et les distances pour venir s'ancrer dans son ciel personnel. L'air vibrait d'une nouvelle énergie, une lumière étrange, douce mais puissante, filtrée entre les nuages de Jupiter, peignant les rues d'une aube perpétuelle, d'un crépuscule sans fin. Les ombres s'allongeaient et se raccourcissaient avec une danse inédite, comme si le monde avait découvert une nouvelle source de lumière, une nouvelle horloge céleste. Ce n'était pas la clarté froide de la lune, ni la chaleur du soleil. C'était une lumière alien, imprégnée des couleurs de Jupiter elle-même, un mélange de jaune pâle, d'orange subtil et de ce bleu-gris profond qui caractérisait les profondeurs de son atmosphère. Chaque surface, chaque feuille d'arbre, chaque façade d'immeuble prenait une teinte nouvelle, éthérée, comme si la réalité elle-même avait été repeinte. Un vertige le saisit, non pas de peur immédiate, mais d'une sidération profonde. L'échelle, la simple échelle de la chose. La Lune, à son apogée, semblait une bille de verre. Jupiter, elle, était un monde entier, un titan gazeux, dont l'horizon courbe remplissait une part obscène du ciel. Ces satellites galiléens, de minuscules perles de lumière, étaient visibles à l'œil nu, de petits points dansant autour de leur géante mère, comme une famille cosmique transplantée dans son jardin. Io, Europe, Ganymède, Callisto, des noms de légende, désormais des points de lumière à portée de main, ou du moins à portée de regard. Les étoiles, d'habitude si nombreuses, semblaient s'être retirées, intimidées par cette nouvelle souveraine. Seules les plus brillantes perçaient le halo jovien, des diamants pâles sur un velours stratifié. Le silence de la nuit n'était plus le même. Il était chargé, comme si la masse colossale de Jupiter absorbait le son, le déformait, le rendait plus lourd. On n'entendait plus que le murmure lointain de la ville endormie, mais ce murmure lui-même semblait altéré, plus grave, plus profond, comme si l'air était devenu un résonateur géant pour cette nouvelle présence. Antoine resta là, figé, pendant ce qui lui sembla des heures. Son esprit essayait de concilier l'image qu'il avait de Jupiter, celle des livres d'astronomie, des sondes lointaines, et cette réalité écrasante, palpable, juste au-dessus de sa tête. Il se sentait à la fois minuscule et étrangement connecté à l'immensité. Comme si un voile s'était déchiré, révélant une vérité cosmique trop grande pour l'œil humain, mais que son âme reconnaissait instinctivement. Il tendit une main, comme pour toucher la surface striée, pour sentir la texture de ces nuages lointains qui n'étaient plus si lointains. Un geste absurde, mais nécessaire, pour ancrer ce rêve éveillé dans une forme de réalité. Était-il le seul à voir cela? Était-ce une hallucination collective? Un délire solitaire? Mais la lumière, elle, était réelle. Les ombres étaient réelles. Le froid singulier qui émanait de cette présence était réel. Il se força à quitter la fenêtre, à allumer une lumière. Le jaune électrique de sa lampe paraissait ridicule face à la majesté du ciel. Il s'assit, le cœur battant, tentant de rationaliser l'irrationnel. Le lendemain matin, le monde ne s'était pas effondré. Le soleil s'était levé, comme toujours.
Mais Jupiter était toujours là, une tache immense et colorée dans le ciel bleu pâle du jour. Elle ne s'était pas évanouie avec la nuit. Elle était devenue une part permanente du paysage, un second soleil froid et mouvant, une toile de fond grandiose et inquiétante pour le quotidien. Les premières heures furent marquées par un silence étrange dans la ville. Les gens sortaient de chez eux, le regard levé, les visages marqués d'une incompréhension mêlée de terreur et de fascination. Les voitures roulaient plus lentement. Les conversations s'éteignaient à mi-phrase, remplacées par des chuchotements, des exclamations étouffées, des doigts pointés vers le ciel. On ne parlait plus que de ça. Les chaînes d'information en continu, d'abord hésitantes, puis paniquées, diffusaient des images en direct, des interviews d'experts sidérés. Les mots manquaient. Jupiter, Lune, remplacement. Des concepts qui se heurtaient dans l'esprit collectif, créant une dissonance cognitive à l'échelle planétaire. Les satellites d'observation, les télescopes, les astrophysiciens du monde entier confirmaient l'incroyable. La Lune avait disparu. Jupiter était là, à sa place, plus proche, plus grande, plus lourde que tout ce que l'humanité aurait pu imaginer. La lumière du jour elle-même était différente, moins nette, plus diffuse. Les couleurs semblaient légèrement saturées, comme si un filtre invisible avait été posé sur le monde. Les journées n'étaient plus simplement jour et nuit. Elles étaient jour avec Jupiter et nuit avec Jupiter, deux états d'être distincts, chacun avec sa propre atmosphère, sa propre palette de couleurs, sa propre gravité émotionnelle. Les marées, c'était la première chose dont les scientifiques avaient parlé, une fois le choc initial passé. Les marées. La Lune était le maître des océans, l'architecte invisible de nos côtes. Jupiter, avec sa masse colossale, son influence gravitationnelle démesurée, allait être un tyran. Les premières prévisions étaient terrifiantes. Des marées d'une amplitude jamais vue, des vagues géantes, des inondations côtières massives. Le monde, tel que nous le connaissions, était sur le point d'être remodelé, non pas par la main de l'homme, mais par la force brute d'un géant cosmique. Mais étrangement, au-delà de la peur, il y avait aussi une forme de résignation, une acceptation tacite de l'inévitable. Comment lutter contre une planète? Comment négocier avec le cosmos? La seule option était d'observer, de s'adapter, de devenir les témoins silencieux d'une transformation sans précédent. Les premiers jours furent un tourbillon de théories, de panique, de prières. Puis, lentement, le rythme de la vie commença à se réajuster. La présence de Jupiter devint une constante. On apprenait à vivre avec ce nouveau soleil froid, avec cette lumière irréelle qui colorait les matins et les soirs. Les artistes peignaient Jupiter, les musiciens composaient des symphonies à sa gloire, les enfants inventaient de nouveaux jeux de cache-cache dans les ombres allongées. La vie continuait, mais elle était désormais une vie sous Jupiter. Antoine, comme des milliards d'autres, avait vu son monde basculer, mais il avait aussi vu une beauté nouvelle, terrifiante et sublime. Chaque nuit, il revenait à sa fenêtre, le regard levé, s'imprégnant de la majesté silencieuse de la géante gazeuse. Il ne cherchait plus d'explications, plus de rationalisation. Il se contentait d'observer, de ressentir, de laisser cette présence colossale imprégner son être. La Lune était partie, mais Jupiter était là, et le monde ne serait plus jamais le même. Les premiers jours sous Jupiter furent un vertige cosmique qui se manifestait à chaque instant, à chaque regard vers le ciel, à chaque respiration de cet air désormais teinté d'une lumière alien. Les annonces des astrophysiciens, d'abord accueillies par une sidération incrédule, puis par une panique sourde, se confirmèrent avec une effrayante régularité. Jupiter, par sa masse colossale et sa proximité, était devenue la nouvelle souveraine des océans. La Lune, discrète et régulière, dictait des marées prévisibles, des rythmes apaisants. Jupiter, elle, n'était pas un chef d'orchestre, mais un tyran. Les modèles simulaient des marées d'une amplitude jamais vue, des vagues géantes qui ne se contenteraient pas de lécher les côtes, mais les engloutiraient, les redessineraient, les effaceraient. La montée des eaux ne serait pas une simple inondation, mais une refonte tellurique, une purge planétaire. Les gouvernements, les scientifiques, les populations, tous se préparaient fiévreusement ou s'abandonnaient à l'attente paralysante. Antoine, comme tant d'autres, avait quitté sa ville côtière, s'éloignant vers l'intérieur des terres, vers les hauteurs que l'on disait épargnées. Le voyage fut silencieux, étrangement ordonné. Des colonnes de véhicules s'étiraient sur les autoroutes, chacun portant son lot d'incertitudes, de peurs muettes.
Le plus frappant était l'absence de cris, de bousculades, comme si l'immensité de la menace avait imposé une dignité forcée, une résignation silencieuse. Au-dessus de leur tête, Jupiter veillait, omniprésente, un œil géant qui observait l'exode des fourmis. Ces bandes nuageuses semblaient se mouvoir avec une lenteur majestueuse, indifférente aux destinées humaines qu'elle était sur le point de bousculer. Les jours précédant la première grande marée, un terme qui s'était imposé comme un euphémisme terrifiant, furent marqués par une tension palpable. L'air lui-même semblait se densifier, chargé d'une électricité invisible, comme si la Terre retenait son souffle, consciente de l'épreuve à venir. Les informations étaient diffusées en boucle, les heures critiques, les zones à évacuer, les consignes de sécurité. Mais au-delà des mots, c'était l'image de Jupiter, projetée sur tous les écrans, qui parlait le plus fort. Elle était là, toujours plus grande, toujours plus détaillée, avec ses tourbillons complexes, ses teintes ocre et blanches, ses satellites galiléens qui scintillaient comme des perles minuscules autour de sa majesté. Elle était devenue l'horizon, la boussole, le chronomètre de cette nouvelle ère. Et puis, la première vague vint. Non pas une vague au sens où on l'entendait, une crête écumante et rapide, mais une montée inexorable, une force primordiale qui se manifestait par une élévation lente et colossale du niveau de la mer. Antoine, posté sur une colline aride, à des kilomètres de ce qui fut autrefois la côte, la vit arriver. Ce n'était pas un raz de marée fulgurant, mais une inondation d'une échelle biblique, une submersion patiente et irrésistible. Les premières lignes côtières, les plages familières, les digues construites par l'homme, tout fut d'abord léché, puis caressé, puis englouti avec une facilité déconcertante. Les forêts de pins qui bordaient le rivage disparurent une à une, leurs cimes s'enfonçant dans une eau qui n'avait rien de la transparence azurée d'antan. Cette eau était sombre, lourde, chargée de sédiments arrachés au fond marin, d'une couleur d'encre mêlée de boue, reflétant la lumière blafarde de Jupiter avec une opacité menaçante. Le silence fut la première chose qui frappa Antoine. Un silence d'une profondeur inouïe, seulement brisé par un murmure lointain, un grondement sourd et continu qui était le son de l'océan en furie, un son que la distance ne parvenait pas à atténuer complètement. C'était le chant de la destruction, le gémissement des continents remodèles. Les villes côtières, avec leurs toits rouges et leurs phares solitaires, s'effacèrent sans un cri. Les maisons ne s'effondraient pas toujours dans un fracas spectaculaire, mais s'immergeaient lentement, leurs silhouettes se dissolvant dans le miroir d'eau qui s'étendait désormais à perte de vue. Les ponts, les routes, les infrastructures, tout ce qui avait ancré l'humanité à la terre ferme était dévoré par cette avancée liquide. Au-dessus de cette scène d'apocalypse silencieuse, Jupiter brillait d'une clarté inhumaine. Elle semblait plus proche encore, plus immense, ses couleurs tourbillonnant comme les pigments d'une peinture vivante. La grande tache rouge, désormais clairement visible à l'œil nu comme un œil injecté de sang, fixait la Terre avec une intensité terrifiante. C'était elle, la cause, l'architecte de ce nouveau monde aquatique. Elle était la beauté et la bête, la créatrice et la destructrice. Le lendemain, le paysage était méconnaissable. Là où s'étendaient des plaines fertiles, des champs de blé et des villages pittoresques, s'étendait désormais une mer intérieure, vaste et indomptée. Des îles nouvelles avaient émergé, des monts solitaires cernés par les eaux, devenant des refuges improvisés pour la faune et la flore, des repères éphémères dans cette immensité liquide. Les rivières avaient gonflé, leurs lits élargis, leurs cours bouleversés, se jetant dans cette mer intérieure avec une violence inaccoutumée. L'eau douce et l'eau salée se mêlaient dans un tourbillon de vie et de mort, créant de nouveaux écosystèmes, d'étranges hybrides. Les marées, désormais, ne se manifestaient plus avec la douceur cyclique d'antan. Elles étaient des pulsations sismiques, des respirations titanesques de la Terre. 2 fois par jour, l'océan s'élevait et se retirait sur des dizaines de kilomètres, exposant et recouvrant des étendues de terre immenses. Ces zones intertidales géantes, autrefois des plaines, des vallées, des villes, devenaient des déserts de boue et de sédiments, où gisaient les squelettes des forêts englouties, les carcasses des bâtiments éventrés. Puis l'eau revenait, rapide, implacable, recouvrant tout dans son étreinte froide et profonde. La vie s'organisa autour de ce nouveau rythme. Les populations se retranchèrent sur les hauteurs, créant des cités fortifiées, des refuges perchés. Le transport maritime devint vital, mais aussi périlleux.
De nouvelles embarcations furent conçues, capables de naviguer sur ces mers intérieures imprévisibles, de résister aux courants déchaînés. Les cartographes travaillaient sans relâche, redessinant un monde en constante mutation. Les ingénieurs imaginaient des infrastructures flottantes, des villes nomades, des digues cyclopéennes pour tenter de contenir l'incontestable. Jupiter était devenu le centre de toutes les obsessions. Les artistes tentaient de capturer sa beauté terrifiante, peignant des ciels où la géante gazeuse dominait tout, projetant des ombres longues et irréelles sur les paysages dévastés. Les musiciens composaient des symphonies pour ces bandes nuageuses, des mélodies pour le grondement de ces marées. Les philosophes s'interrogeaient sur la place de l'humanité dans un cosmos si imprévisible, si puissant. Était-ce une punition, une révélation, une simple permutation cosmique dont l'humanité n'était qu'un dommage collatéral? Antoine, lui, passait ses soirées à contempler. Sur sa nouvelle colline, il construisit un petit observatoire de fortune, non pas pour scruter les étoiles lointaines, mais pour étudier Jupiter. Il apprit à reconnaître les mouvements de ses satellites, les infimes changements dans ses motifs nuageux. Il sentait la pulsation des marées dans le sol sous ses pieds, même à cette distance, une vibration sourde qui était le battement de cœur du nouveau monde. La peur ne disparut jamais totalement, mais elle se mua en une forme de respect, de fascination presque religieuse. Jupiter n'était plus seulement un corps céleste, elle était une entité vivante, une déesse silencieuse qui avait remodelé la Terre à son image. Elle était le grand architecte, le sculpteur cosmique. Et la Lune? La question persistait, un murmure dans les conversations, une énigme non résolue. Où était-elle allée? Avait-elle été éjectée, consumée, volatilisée? Les théories fusèrent, des plus rationnelles aux plus fantaisistes. Certains parlaient d'une collision invisible, d'autres d'une intervention extraterrestre, d'autres encore d'un cycle cosmique que l'humanité n'avait jamais compris. Mais aucune réponse ne venait, aucun indice tangible. La Lune avait simplement disparu, comme un souvenir effacé par un rêve trop puissant. Son absence était une blessure fantôme dans le ciel, un vide que même l'immense présence de Jupiter ne parvenait pas à combler. Elle était la compagne perdue, le gardien silencieux que l'on ne reverrait jamais. Les nuits n'étaient plus jamais sombres. La lumière de Jupiter, même lorsqu'elle était voilée par les nuages terrestres, diffusait une luminescence diffuse, un crépuscule éternel qui altérait le sommeil, les rêves, la perception même du temps. Les ombres dansaient avec une complexité nouvelle, déformée par cette source lumineuse colossale et mouvante. Les étoiles, jadis si nombreuses et si familières, semblaient plus pâles, éclipsées par la splendeur. Un monde où l'humanité, petite et fragile, avait appris à lever les yeux, non plus avec la curiosité insouciante d'autrefois, mais avec un mélange permanent de terreur et d'émerveillement, de résignation et d'une nouvelle forme de beauté. La vie continuait, différente, plus dure, mais aussi plus consciente de sa place infime et précaire dans l'immensité du cosmos. Le télescope de fortune qu'Antoine avait assemblé, bricolage de lentilles et de tubes, était devenu l'extension de son âme, un œil rivé sur la nouvelle souveraine du ciel. Chaque nuit, ou plutôt chaque période d'obscurité relative que Jupiter daignait laisser, il scrutait les volutes sans fin de la géante gazeuse. La grande tache rouge, autrefois simple point sur une image lointaine, était désormais une entité vivante, un œil de cyclope tourbillonnant dont le rouge profond semblait parfois palpiter, comme une blessure cosmique jamais refermée. Les satellites galiléens, minuscules perles de lumière, dansaient une valse lente et hypnotique autour de leur maître, leurs ombres furtives traversant parfois le visage bariolé de Jupiter, créant des éclipses miniatures, visibles à l'œil nu pour qui savait où regarder. Cette observation constante avait transformé Antoine, l'ancrant dans une contemplation presque monacale. Il ne craignait plus Jupiter, il la vénérait, non pas avec une dévotion religieuse, mais avec le respect mêlé d'effroi que l'on porte à une force primordiale, inaliénable. Il avait appris à lire les nuances de ces bandes nuageuses, les bleus profonds, les oranges brûlés, les crèmes laiteuses, comme on lit les lignes de la main d'un titan. C'était un spectacle d'une complexité vertigineuse, une toile en mouvement perpétuel, où chaque détail, chaque spirale, chaque filament de gaz racontait une histoire de vent déchaîné et de pressions inouïes. Le temps lui-même semblait s'étirer et se contracter sous cette surveillance cosmique. Les heures passaient comme des minutes, les nuits comme des instants, absorbés par l'immensité silencieuse.
Le monde, sous cette nouvelle lumière, avait muté. La notion même de nuit avait été redéfinie. Il n'y avait plus l'obscurité totale, veloutée, où les étoiles scintillaient avec une clarté impitoyable. Jupiter projetait une luminescence constante, un crépuscule éternel qui baignait les paysages d'une palette de couleurs inédites. Les ombres s'étiraient, déformées, irréelles, et tout prenait une teinte jaunâtre, parfois orangée, parfois d'un vert maladif, selon la position de la géante et la densité de son atmosphère visible. Les arbres, sous cette lumière perpétuelle, avaient commencé à s'adapter, certaines espèces développant des feuillages plus sombres pour se protéger, d'autres, au contraire, exhibant des teintes fluorescentes, comme si elles absorbaient l'énergie alien pour la restituer. Les étoiles, jadis compagnes fidèles de la Lune, s'étaient retirées encore plus loin, intimidées. Seules les plus brillantes parvenaient à percer le voile de lumière jovienne, clignotant faiblement comme des souvenirs d'un temps révolu. Le ciel n'était plus un dôme infini parsemé de diamants, mais un tableau mouvant, dominé par la présence écrasante de Jupiter. Les astrophysiciens, qui jadis scrutaient les confins de l'univers, passaient désormais leurs jours et leurs nuits à analyser les moindres soubresauts de cette voisine imposée. Chaque donnée, chaque variation de champ magnétique, chaque émission de radiation était décortiquée, dans l'espoir de comprendre non seulement comment ce colossal intrus était arrivé, mais aussi ce qu'il allait advenir de la Terre sous son influence. Les grandes marées, celles qui avaient remodelé les continents, étaient devenues le rythme cardiaque de la planète. 2 fois par jour, l'océan respirait, montant et descendant sur des dizaines de mètres, engloutissant et révélant des kilomètres de côtes et de terres intérieures. Les villes côtières, autrefois fières de leur proximité avec la mer, avaient été abandonnées, leurs squelettes de béton et d'acier émergeant des eaux pour quelques heures avant de disparaître à nouveau. Des cités flottantes avaient vu le jour, ancrées dans les profondeurs des nouvelles mers intérieures, leurs architectures modulaires s'adaptant aux flux et reflux. De nouvelles routes maritimes s'étaient dessinées, de nouvelles technologies de navigation avaient été inventées, permettant de traverser ces paysages aquatiques en constante mutation. La vie humaine, dans son ingéniosité désespérée, avait trouvé un moyen de persister, de s'adapter, de même prospérer dans l'ombre portée de Jupiter. La faune et la flore avaient également été bouleversées. Les écosystèmes marins, soumis à des courants et des pressions inédites, avaient vu apparaître des espèces nouvelles, des créatures bioluminescentes qui s'épanouissaient dans les profondeurs remuées, des coraux géants qui s'accrochaient aux falaises sous-marines des anciennes montagnes. Sur Terre, les animaux nocturnes avaient lutté, beaucoup avaient disparu, tandis que d'autres s'étaient adaptés à la lumière constante, modifiant leur cycle de sommeil et de chasse. Des oiseaux, jadis migrateurs, avaient trouvé de nouvelles routes, suivant les marées qui révélaient de nouvelles sources de nourriture. Le monde était un laboratoire à ciel ouvert, une expérience grandeur nature d'une transformation planétaire. Les enfants nés après l'arrivée de Jupiter ne connaissaient que ce ciel-là. Pour eux, la nuit était le moment où la géante gazeuse s'éloignait un peu, laissant un répit relatif aux étoiles. La Lune n'était qu'une légende, une sorte de mythe ancien raconté par les aînés, une compagne discrète dont l'absence était aussi étrange que l'omniprésence de Jupiter. Les artistes peignaient des fresques murales colossales, des Jupiters aux 1000 visages, tantôt déesses nourricières, tantôt tyrans silencieux. Les religions s'étaient adaptées, certaines incorporant Jupiter à leur panthéon, d'autres y voyant un signe divin, un jugement ou une nouvelle étape de l'évolution. L'humanité, dans son ensemble, avait été forcée de redéfinir sa place dans le cosmos, passant d'une fière dominatrice de sa petite sphère à une humble locataire, soumise aux caprices gravitationnels d'une entité bien plus vaste. Et la Lune, sa disparition restait la cicatrice fantôme, la question sans réponse qui hantait les esprits les plus brillants et les plus simples. Les théories fusaient, des plus scientifiques aux plus ésotériques. Certains parlaient d'une collision cosmique inaperçue, d'autres d'une projection dimensionnelle, d'une sorte de swap cosmique, comme si un voile avait été tiré sur l'ancienne réalité. Des expéditions spatiales, coûteuses et dangereuses, avaient été lancées vers l'endroit où la Lune aurait dû se trouver. Mais elles n'avaient ramené que des images d'un vide sidéral, d'une absence vertigineuse. C'était comme si elles n'avaient jamais existé, effacées de l'histoire céleste, laissant derrière elles un vide que même l'immensité de Jupiter ne parvenait pas à combler totalement. L'absence de la Lune était devenue une métaphore de la perte,
de l'irrécupérable, mais aussi de la capacité à s'adapter, à se souvenir sans se lamenter. Pourtant, au milieu de cette nouvelle normalité, Antoine, de son perchoir d'observateur, commença à percevoir quelque chose de nouveau, une subtile anomalie dans le balai éternel de Jupiter. Au-delà des vents déchaînés et des tempêtes permanentes, il y avait une sorte de pulsation, une fluctuation régulière et presque imperceptible dans la luminosité de certaines bandes nuageuses. Un battement que ses instruments de fortune peinaient à enregistrer avec précision, mais que son œil exercé ne manquait plus. Ce n'était pas un changement visible à l'œil nu pour le commun des mortels, mais pour Antoine, qui avait passé des années à cartographier chaque détail de la géante, c'était une déviation. Comme si le cœur de Jupiter, si lointain et si puissant, commençait à manifester un nouveau rythme, étranger au cycle connu. Les données des grands observatoires mondiaux, initialement sceptiques, commençaient à corroborer ces observations rudimentaires. Une anomalie magnétique inexpliquée, une légère accélération de la rotation d'une zone spécifique, un frémissement à la lisière de la grande tache rouge. Ce n'était pas une menace immédiate, pas encore, mais un murmure, un présage dans l'immensité, suggérant que l'histoire de Jupiter et de la Terre était loin d'être figée, que la transformation ne faisait peut-être que commencer. Le silence de la géante, jadis absolu, semblait désormais porteur d'une question nouvelle, d'une énigme plus profonde encore que celle de la Lune disparue. Antoine ne s'était jamais lassé de son observatoire de fortune. Chaque nuit, depuis sa cité flottante, son regard s'ancrait à la masse de Jupiter, cette souveraine écrasante qui régnait désormais sur le ciel. Les pulsations qu'il avait perçues, d'abord comme une illusion optique, puis confirmées par les murmures des grands observatoires mondiaux, étaient devenues le nouveau battement du monde. Elles n'étaient pas régulières, non, mais comme les soupirs d'une bête colossale, des variations imperceptibles à l'œil nu pour le profane, mais pour lui, cet observateur dévoué, elles étaient des ondes, des frémissements traversant les bandes de nuages, comme des ondes sismiques à travers la croûte terrestre. Ces pulsations n'étaient pas que visuelles. Un nouveau phénomène, encore plus insidieux, avait commencé à se manifester. L'air, déjà imprégné de la lumière crépusculaire de Jupiter, semblait parfois vibrer. Une résonance profonde, si basse qu'elle était plus ressentie qu'entendue, parcourait les structures des cités flottantes. Les vastes surfaces d'eau des mers intérieures, calmes entre deux grandes marées, se couvraient parfois d'une fine houle sans vent, comme si le monde lui-même respirait au rythme de la géante gazeuse. Les animaux, eux, réagissaient avec une anxiété nouvelle. Les oiseaux changeaient brusquement de trajectoire. Les bancs de poissons s'agitaient sans raison apparente dans les profondeurs. Et les rares mammifères terrestres encore présents sur les îles émergées se terrent dans une peur panique, leur sens aiguisé captant des fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Les astrophysiciens, déjà dépassés par l'arrivée inexplicable de Jupiter et la disparition non moins mystérieuse de la Lune, se retrouvaient face à une énigme encore plus vertigineuse. Les théories fusaient, des plus rationnelles aux plus ésotériques. Certains parlaient d'une activité tectonique interne de Jupiter, d'autres d'une résonance gravitationnelle complexe avec les autres planètes du système solaire. D'autres encore, dans les recoins les plus sombres d'Internet, murmuraient des mots comme « entité vivante »,« conscience cosmique »,« manipulation délibérée ». La dissonance cognitive qui avait marqué l'arrivée de Jupiter s'était transformée en une quête frénétique de sens, une tentative désespérée de rationaliser l'irrationnel. Des cultes se formèrent, adorant Jupiter comme une déité colossale, ses pulsations comme des messages divins ou des avertissements. Des philosophes se perdaient dans des spéculations sur la nature même de la réalité, de l'existence, remettant en question tout ce que l'humanité avait cru savoir de son univers. La science, la religion, la philosophie, tout était à refaire, à réinventer face à cette présence qui défiait chaque catégorie préexistante. Puis, les pulsations s'intensifièrent. Ce ne furent plus de simples frémissements. Les bandes nuageuses de Jupiter, ces rubans orange, blanc et rouge qui tourbillonnaient avec une majesté éternelle, commencèrent à changer de teinte, à s'assombrir ou à s'éclaircir par intermittence, comme si un gigantesque rhéostat cosmique était manipulé. La lumière qu'elle projetait sur Terre, ce crépuscule éternel, se mit à varier en intensité et parfois, subtilement, en couleur. Des teintes d'améthyste ou de saphir traversaient l'atmosphère, peignant les paysages d'ombres fantomatiques et de reflets irréels. Les couchers et levées de Jupiter devinrent des spectacles kaléidoscopiques,
d'une beauté à couper le souffle, mais aussi d'une inquiétante imprévisibilité. Les ombres s'allongeaient, se rétractaient, dansaient avec une vie propre, transformant les contours familiers des objets en silhouettes étranges et mouvantes. L'air lui-même semblait se densifier ou s'alléger au rythme de ces variations lumineuses, donnant l'impression que la planète entière respirait une atmosphère changeante, à la fois lourde et éthérée. Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir au-delà des simples perceptions sensorielles. Les marées, déjà colossales, devinrent erratiques. Les grandes marées ne suivaient plus un cycle parfaitement prévisible. Des marées mineures, inattendues, pouvaient survenir, submergeant des zones qui avaient cru être en sécurité, forçant les cités flottantes à redoubler de vigilance, à ajuster leurs ancrages et leurs déplacements. Mais ce n'était pas tout. Les sismographes enregistrèrent une augmentation des micro-tremblements de terre, des vibrations telluriques qui n'étaient pas liées à des failles connues, comme si la croûte terrestre elle-même frémissait sous une pression invisible. Les tempêtes tropicales gagnaient en intensité et en fréquence, et les pôles magnétiques de la Terre montraient des fluctuations anomales, désorientant les systèmes de navigation et les migrations animales. Il semblait que la Terre elle-même réagissait, tremblait sous l'influence de sa nouvelle souveraine céleste, une marionnette cosmique soumise aux caprices d'un tyran silencieux. Antoine, lui, ne ressentait plus de peur pure. Sa terreur initiale s'était muée en une forme de vénération mêlée de fascination. Jupiter n'était plus seulement un spectacle, une force. Elle était devenue une entité qui respirait, qui vivait, et qui, d'une certaine manière, communiquait à travers ses altérations cosmiques. Il passait des heures, jumelles en main, à scruter la grande tache rouge, qui elle aussi semblait pulser, s'intensifier et pâlir, comme un œil géant qui s'ouvrait et se fermait lentement sur l'humanité. Il essayait de déchiffrer un message dans les motifs changeants des nuages, dans les variations de la lumière, dans les tremblements du sol. Il se sentait observateur privilégié, presque complice de ce géant silencieux. Une forme d'obsession sacrée s'était emparée de lui, une quête de compréhension au-delà de la science, au-delà de la raison. Il se demandait si, au-delà de sa propre conscience, il n'y avait pas une connexion plus profonde, une résonance entre son propre cœur battant et les pulsations lointaines de l'astre. La vie, toujours résiliente, s'adaptait. Des espèces nouvelles, ou du moins des mutations accélérées, commençaient à apparaître dans les mers intérieures. Des poissons bioluminescents, dont la peau reflétait les couleurs changeantes de Jupiter. Des plantes aquatiques, dont les cycles de floraison étaient désormais dictés par l'intensité lumineuse fluctuante de la géante. Les humains aussi s'adaptaient, développant de nouvelles technologies pour anticiper les marées erratiques, construisant des habitats encore plus résilients, des villes sous-marines pour échapper aux fureurs de la surface. Mais cette adaptation était teintée d'une incertitude permanente, d'un sentiment que le sol sous leurs pieds ou l'eau sous leur cité pouvait à tout moment changer. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle forme de vie n'était qu'un pari fragile sur un avenir dont les règles étaient réécrites chaque jour par une entité cosmique imprévisible. Un soir, la pulsation fut différente, plus forte, plus longue, d'une intensité qui fit vibrer non seulement la structure de la cité flottante d'Antoine, mais aussi ses os, sa chair, jusqu'à l'écho caverneux de ses tympans. Un son grave, presque infrasonore, traversa l'atmosphère. Une plainte cosmique que seuls les animaux semblaient percevoir pleinement, car ils se figèrent, puis s'enfuirent dans une panique silencieuse, leurs cris étouffés par l'ampleur de la résonance. Dans le ciel, Jupiter se mit à briller d'une lumière d'un vert phosphorescent, intense, qui inonda le monde d'une clarté spectrale, transformant les nuages terrestres en volutes de jade et les eaux en miroirs de malachite. Les bandes nuageuses s'agitèrent comme les tentacules d'une créature marine géante, se déchirant et se reformant à une vitesse effarante, révélant des profondeurs insoupçonnées. Et puis, au centre de la grande tache rouge, quelque chose apparut. Ce n'était pas une étoile filante, ni un satellite. C'était une forme, d'abord indistincte, une tache sombre qui se dessinait sur le fond orange et tourbillonnant. Elle grandit, s'étira, prenant la forme d'une spirale parfaite, d'un maelstrom de ténèbres au cœur de la tempête géante, comme si un œil s'était réellement ouvert, non pas l'œil cyclopéen de la grande tache rouge, mais un iris d'encre absolu, absorbant la lumière de Jupiter elle-même, un vide vertigineux qui semblait aspirer le regard et l'esprit. Les observatoires du monde entier, unanimes dans leur sidération, diffusèrent les images. L'anomalie n'était plus une pulsation ou une variation, c'était une brèche.
Une déchirure dans le tissu visible de Jupiter, un portail vers une profondeur insondable, une porte sur l'inconnu absolu. La nouvelle se répandit comme un incendie, non pas par les réseaux traditionnels, mais par un murmure de stupeur qui traversa les continents et les océans. La peur refit surface, plus primale, plus viscérale. Ce n'était plus la peur des marées ou de l'inconnu, mais la peur de l'impossible, de l'au-delà. Que signifiait cette brèche? Était-ce une porte? Un trou noir miniature? Un signe? Une menace? Antoine, les yeux rivés sur l'écran qui retransmettait les images des télescopes les plus puissants, sentit son cœur battre à tout rompre. Il n'y avait plus de place pour la rationalisation, pour les théories scientifiques. Jupiter n'était pas seulement un astre, elle était une énigme active, une présence qui se manifestait, qui faisait quelque chose. Et au fond de lui, au-delà de la terreur, une excitation étrange montait. Une excitation face à l'ultime mystère, au dévoilement d'une vérité cosmique que l'humanité n'était peut-être pas prête à affronter, mais qu'elle ne pouvait désormais ignorer. Le monde, une fois de plus, était sur le point de basculer, et cette fois, il semblait que ce ne serait pas seulement la surface de la Terre qui serait remodelée, mais la trame même de son existence. La brèche ne fut pas une simple curiosité, elle fut le signal, le déclencheur de la dernière et la plus violente des transformations de notre monde. Les pulsations de Jupiter, amplifiées par ce portail, déchaînèrent une fureur gravitationnelle sans précédent. Des continents entiers se déchirèrent, des montagnes s'effondrèrent, de nouvelles mers surgirent des entrailles de la Terre, tandis que d'autres s'évaporaient dans l'air saturé de poussière. Le grand tremblement, tant redouté, ne fut pas un unique événement, mais une symphonie chaotique qui remodela notre planète en profondeur, effaçant les dernières traces du vieux monde et décimant ce qu'il restait de l'humanité. Seules quelques poches de vie survécurent, des fragments d'humanité agrippés à un monde devenu étranger. Des générations ont passé depuis. Le nom d'Antoine s'est dilué dans les murmures des légendes, mais son esprit d'observation persiste. L'humanité a appris à vivre sous l'œil colossal de Jupiter, cet astre qui n'est plus un envahisseur, mais un parent adoptif, terrifiant et magnifique. Les cités flottantes ont cédé la place à des archipels d'îlots fortifiés. Les refuges souterrains se sont transformés en de vastes réseaux de cavernes habitées. La technologie a régressé, mais la connaissance de la Terre jovienne s'est approfondie. La science des marées est devenue un art de vivre, la prévision des éruptions, une seconde nature. Jupiter est toujours là, un monstre permanent et immuable dans le ciel. Ses tempêtes sont des fresques vivantes, ses lueurs, le seul guide dans un cycle jour/nuit profondément altéré. La grande tache rouge, jadis la cicatrice d'une tempête, est désormais la cicatrice du monde, la marque éternelle de la brèche qui a tout changé. Personne n'a jamais compris comment la géante avait quitté son orbite lointaine, ni ce que contenait le portail éphémère. Le mystère est devenu une toile de fond, un rappel constant de notre petitesse face à l'immensité du cosmos. Mais l'humanité a survécu, non pas en revenant en arrière, mais en allant de l'avant, en bâtissant une nouvelle existence sur les ruines d'un monde perdu. Les enfants naissent et grandissent en contemplant Jupiter. Pour eux, elle est le soleil et la lune, le gardien et le tyran. Ils ont appris la résilience, la beauté étrange d'un environnement hostile et la valeur inestimable de chaque vie. Le nouveau cycle est établi. La Terre est une planète différente, transformée, mais la vie persiste, s'épanouit sous de nouvelles formes, adaptée à l'ombre et à la lumière de la géante. Jupiter demeure, un rappel constant du cataclysme, source d'émerveillement et de terreur. L'humanité regarde vers l'avenir, non pas avec l'espoir de revenir au passé, mais de construire une existence durable dans cette nouvelle réalité. Le mystère de l'arrivée de Jupiter n'est jamais entièrement résolu, soulignant la permanence du changement et la petitesse de l'humanité face aux forces cosmiques. Sous l'œil colossal et vigilant de Jupiter, un nouveau chapitre s'écrit, celui d'une humanité humble mais éternelle, s'accrochant à la vie dans les bras d'un géant.